pourrait les aider justement à juguler l'impact de la crise du COVID-19 sur les activités respectives. Alors, la thématique du jour est celle-là, revue des mesures fiscales adoptées par le gouvernement dans le cadre du COVID-19. Et nous avons l'honneur d'accueillir pour l'animation de cette thématique un concabinet qui est le cabinet Grant Thornton, est représenté ici par M. Marcel Iapi, qui y est associé et qui va se faire fort donc d'animer cette thématique. Alors, comme on le procède d'habitude, il y aura un petit moment de présentation et qui va être suivi par un temps d'échange, tout simplement. Alors, on est censé tenir jusqu'à 11h30, voilà. Et tout ce que je peux souhaiter dans tous les cas, mesdames et messieurs, à toutes et à tous, c'est une excellente séance de webinaire. Merci. Marcel, tu as la parole. Merci Moussa, merci à la Chambre de commerce d'associer Grant Thornton à son activité de vulgarisation des mesures fiscales adoptées par le gouvernement dans le cadre du COVID-19. Merci à tous les participants. Nous avons 1h30, on va essayer d'être bref et concis pour vous donner le temps par la suite de poser toutes les questions que vous souhaitez nous poser ou aussi partager avec nous vos retours d'expérience ou les particularités donc, de vos entreprises. Le thème, donc, comme Moussa l'a indiqué, c'est la revue des mesures fiscales, on va dire des mesures fiscales et douanières adoptées par nos autorités dans le cadre du COVID-19. Alors, mon associé Jean-Louis Dati a été retenu. Il ne sera pas là avec nous. On espère qu'il pourra nous rejoindre en cours de route. Alors, les mesures que nous allons discuter aujourd'hui, nous les avons regroupées en deux grands types. D'une part, les mesures fiscales et douanières, étant rappelé que la fiscalité, c'est la fiscalité intérieure et la douane, c'est la fiscalité de porte. Et d'autre part, les mesures prises par la CNPS. Il n'y en a pas beaucoup, comme vous le constaterez par la suite. Alors, en introduction, ce qu'on peut indiquer, c'est que les textes que nous allons commenter aujourd'hui sont de trois grands types. D'abord, les textes de nature fiscale. Nous avons deux ordonnances du gouvernement, 2 arrêtés du ministre du Budget et 5 notes de service du DG des Impôts. Ensuite, les textes de nature douanière qui sont 4 circulaires du DG des douanes et ensuite 2 communiqués du DG de la CNPS. Ces différents textes-là sont les suivants. D'abord, 2 ordonnances du 8 avril 2020 relatives aux mesures fiscales dans le cadre du plan de riposte à la pandémie coronavirus et aux exonérations des droits de douane sur les équipements de santé, les produits et tout ce qui rentre dans la lutte contre la maladie à COVID-19. Les 2 arrêtés qui viennent donc en complément des 2 ordonnances, puisque ces 2 ordonnances-là, elles ont indiqué elles-mêmes que certaines précisions seraient apportées par arrêté du ministre du Budget. Donc, ces 2 arrêtés-là viennent donner la liste des équipements de santé exonérés de droits de douane et de TVA, et également viennent apporter quelques précisions sur les modalités concrètes de mise en œuvre des mesures fiscales prévues par l'ordonnance 2020-357 du 8 avril 2020. Les notes de service prises par la Direction générale des impôts, il y en a certaines qui ont été prises juste après le discours du 31 mars 2020 du Premier ministre pour donc mettre en application certaines décisions du Premier ministre, mais d'autres décisions doivent être prises par des textes de valeur législative. C'est pour cela que par la suite, le gouvernement a pris des ordonnances pour formaliser, pour donner toute la valeur légale à ces décisions-là. Donc, il y a 5 notes de service des impôts. Il y a une qui porte suspension des contrôles fiscaux. Il y en a une autre qui est relative au remboursement des crédits de TVA. La troisième, elle porte abandon des amendes pour défaut de production dans les délais des États 301 et 302 de l'exercice 2018. La quatrième, elle est relative à la suspension des actions en recouvrement forcé des impôts et taxes. Et la cinquième, elle est relative aux précisions sur les déclarations sans paiement. Alors, la troisième et la cinquième note de service, donc celle portant abandon des amendes relatives à l'État 301 et 302
et celles relatives aux déclarations sans paiement. Ces notes de service-là ne sont pas expressément liées à la situation du COVID-19, mais comme elles comportent des avantages et des intérêts pour les entreprises, nous avons jugé bon de vous les présenter ici au cours de notre séminaire. Les textes douaniers, c'est 4 circulaires du DG des douanes. La douane a été très réactive, donc dès le 31 mars, la douane a pris des mesures pour faciliter les formalités douanières pendant toute la période de crise liée au COVID-19. Donc ce premier arrêté-là, le premier texte, c'est une circulaire numéro 2077 du 31 mars 2020. Ensuite, il y a eu le 6 avril 2020 une circulaire portant suspension des contrôles douaniers pour 3 mois. Ensuite, une circulaire du 6 avril 2020 portant allègement de la procédure de délivrance des attestations de régularité douanière aux fins donc de remboursement des crédits de TVA. Et la 4e circulaire qui date du 4 mai 2020, donc elle est toute récente, elle porte exonération, elle vient expliciter en fait les exonérations des droits de douane indiqués par l'ordonnance 2020-358. Et enfin, les textes CNPS, c'est 2 communiqués du DG de la CNPS, un du 1er avril 2020 et un second du 14 avril 2020 qui portent application des mesures économiques, sociales et humanitaires prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Il faut donc, je l'avais plus ou moins indiqué, tous ces textes-là constituent la réponse des organes, des autorités compétentes à la volonté du gouvernement d'aider les entreprises, cette volonté-là ayant été annoncée par le Premier ministre le 31 mars 2020. Et comme je l'avais indiqué, ces textes-là, cette volonté doit être traduite dans des textes qui ont une certaine valeur. C'est pour ça qu'il y a eu des ordonnances, des arrêtés, des notes de service. Nous en avons grande tort, on en a un peu parlé déjà dès le 2 avril 2020. Ensuite, le 14 avril 2020, nous avons fait quelques articles sur ces sujets-là. Donc, il vous suffira d'aller sur le site, de vous taper dans Google Grant Thornton Côte d'Ivoire et vous allez tomber sur la page de nos publications. Mais ce support-là vous sera adressé donc par la suite. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour pouvoir télécharger donc nos différentes taxes alertes du 2 avril 2020 et du 14 avril 2020. Alors, on va passer directement et rapidement aux commentaires des mesures fiscales et douanières. Le premier type de mesure, c'est la suspension des paiements d'impôts et taxes. Donc, quand on parle de suspension des paiements d'impôts et taxes, nous avons d'un côté les impôts et taxes à paiement périodique, donc qui doivent être déclarés, disons, chaque mois, etc. Et puis, nous avons de l'autre côté le recouvrement forcé de droits et taxes qui sont, par exemple, issus de redressements fiscaux. Donc, premier type de suspension, c'est relatif donc aux paiements périodiques et c'est un moratoire fiscal donc de 3 mois sur les paiements périodiques. Ce moratoire fiscal-là, quels sont les impôts qui sont visés? D'abord, il y a les impôts qui concernent tout type de contribuable, quel que soit son type d'activité. Il y a donc les impôts sur les bénéfices, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux. Donc, le deuxième tiers qui est en principe exigible en juin est reporté. La patente, y compris la patente du transport, le paiement de la deuxième tranche qui est exigible en juillet ou en mai, selon l'activité, est également reporté. L'impôt synthétique, donc pour les contribuables qui relèvent de l'impôt synthétique, les cotisations des mois d'avril, de mai et de juin 2020 sont reportées après la période du moratoire fiscal. Les impôts et taxes sur salaire, y compris la part employée, le paiement de ces impôts-là est reporté. Donc, tout ce que l'employeur doit payer sur les salaires qu'il verse et tout ce que l'employé subit comme retenue à la source, ces paiements-là sont également reportés en ce qui concerne les salaires des mois d'avril, de mai et de juin 2020. Le paiement de l'impôt sur le revenu des créances qui aurait dû être acquitté en avril, en mai et en juin, il est également reporté. Donc, l'impôt sur le revenu des créances, c'est l'impôt que supporte une personne ou une entité qui a prêté de l'argent et qui reçoit en rémunération de ce prêt-là des intérêts. L'IRC est calculé donc sur les intérêts qui sont dus. Et si, en vertu de votre convention, l'IRC vient à échéance durant ces mois-là, donc le paiement, il sera reporté. Les petits commerçants également, tout comme ceux relevant de l'impôt synthétique,
Le paiement de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans est reporté pour les mois d'avril, mai et juin 2020. S'agissant des mesures sectorielles, elles touchent le tourisme et l'hôtellerie, et pour ces entités-là, il n'y a pas de distinction d'impôts. Tous les impôts et taxes des mois d'avril, mai et juin 2020 donc, sont reportés après la fin du moratoire fiscal. Donc, si on peut refaire un peu le classement que nous venons de faire, en réalité, en ce qui concerne l'impôt synthétique, les petits commerçants, le tourisme et l'hôtellerie, toute contribution fiscale est suspendue pendant cette période. Et pour les autres entreprises, c'est l'impôt sur le bénéfice, la patente, les ITS plus FDFP et l'IRC. Alors, si cette mesure de suspension concerne certains impôts, effectivement, il faut bien savoir qu'il y a d'autres impôts qui ne sont pas concernés par donc, la suspension des paiements. Quels sont ces impôts qui ne bénéficient pas de la suspension des paiements? OK, voilà. Les impôts exclus et donc pour lesquels les paiements sont toujours exigibles, c'est d'abord les impôts fonciers. Ensuite, les droits d'enregistrement et les timbres. Donc, si vous passez une opération pendant cette période qui est passible des droits d'enregistrement, si vous concluez un contrat de bail, si vous réalisez une augmentation ou une réduction de capital, les droits d'enregistrement relatifs à ces opérations-là sont exigibles. De même, et on le comprend, les impôts collectés par l'entreprise sur les tiers pour le compte du Trésor public ne sont pas concernés donc, par la suspension du paiement. Et donc, si vous faites des ventes et que vous collectez de la TVA, vous devrez reverser la TVA. Les banques devront reverser la TOB prélevée sur les commissions qu'elles ont facturées à leurs clients. Les compagnies d'assurance doivent également reverser la taxe sur les contrats d'assurance. Si votre activité vous amène à procéder à des retenues à la source au titre de l'impôt BIC ou BNC sur certains de vos prestataires ou fournisseurs, vous devez reverser ces retenues à la source-là. De même, la compte d'impôt foncier sur le loyer doit être versée. L'ARC, l'IRVM, tous ces impôts-là doivent être versés. Parmi les impôts exclus, donc on a dit sur ce point 3 que les impôts collectés par l'entreprise sur les tiers ne sont pas concernés par la suspension. Cependant, les ITS par employé sont bel et bien concernés par la suspension, comme on l'avait indiqué dans la diapositive précédente. Et enfin, au point 4, toutes les taxes diverses qui n'ont pas été citées expressément dans l'ordonnance ne sont pas concernées par le moratoire fiscal. Donc, chaque entreprise devra établir 2 tableaux, celui des impôts qu'elle a à payer, celui des impôts pour lesquels il y a une suspension, et donc alimenter ce tableau-là à chaque fois qu'elle ne paye pas les impôts, parce que par la suite, il faudra bien reverser. Comme on le sait, ce n'est pas une annulation, c'est une suspension. Quelles sont les entreprises qui bénéficient de ce moratoire-là? L'ordonnance a indiqué qu'il s'agit des entreprises qui font face à des difficultés de trésorerie. Alors, l'ordonnance n'a pas défini la notion de difficulté de trésorerie dans le cas d'espèce, ce qui fait qu'on va se ramener à la définition générale qui est à la fois juridique et comptable. C'est l'incapacité pour une entité de rembourser son passif exigible avec son actif disponible. C'est-à-dire que ses dettes parviennent à échéance et elle n'est pas capable, avec les liquidités dont elle dispose, de rembourser la totalité de ces dettes-là. Ce sera le cas, par exemple, des commerces fermés sur décision du gouvernement, notamment les restaurants et les bars. Donc, nous vous recommandons de dresser dès maintenant un tableau prévisionnel de trésorerie sur 13 semaines qui permet de montrer si effectivement vous avez des difficultés de trésorerie. Et si ce tableau-là ne fait pas ressortir les difficultés de trésorerie, alors il serait bon que vous soyez en mesure donc de payer les impôts, vos différents impôts. Alors, la procédure, quelle est la procédure? Il faut bien préciser qu'il n'y a pas d'autorisation préalable à solliciter auprès de l'administration. L'ordonnance, ou plutôt l'arrêté numéro 0135 du 27 avril 2020 précise qu'il s'agit juste d'une déclaration. Vous devez juste informer l'administration que vous ne serez pas en mesure donc de payer vos impôts ou que vous souhaitez bénéficier du moratoire fiscal de 3 mois. Selon les indications de l'arrêté,
cette déclaration-là peut être faite sur le site e-impôt. Alors, si vous allez sur e-impôt et qu'il y a des difficultés techniques, nous pensons que vous pouvez tout simplement adresser un courrier à votre centre des impôts pour l'informer que pendant cette période-là, vous n'aurez pas à payer d'impôts pour bénéficier de ce moratoire-là. Bien évidemment, comme nous l'avons dit, vous devrez préparer un tableau prévisionnel de trésorerie sur 13 semaines pour pouvoir vous-même suivre, de sorte que si au cours de cette période-là, vous avez une amélioration de la trésorerie, il pourrait être recommandé effectivement de payer autant que possible parce que, bien évidemment, c'est les dettes et il vaut mieux éviter des cas de litige avec l'administration à la fin de la période de moratoire. Bien entendu, ces impôts-là devront donc être payés et l'arrêté numéro 0135 précise que la régularisation se fera par fraction mensuelle à compter du mois qui suit l'expiration du moratoire et au plus tard jusqu'au 20 décembre 2020. Donc, toutes vos planifications de trésor sur l'année 2020 devront donc tenir compte de cette obligation de régulariser les impôts pour lesquels vous aurez obtenu le moratoire fiscal. De manière pratique, par exemple, au niveau de l'impôt sur le bénéfice qui aura été reporté, il sera payable en 3 fractions sur les mois d'octobre à décembre 2020. La patente commerciale, la patente donc de droit commun, la deuxième tranche sera payable en 2 fractions sur les mois de novembre et décembre. La patente transport sera payable en 4 fractions, donc la partie que vous aurez reportée sera payable en 4 fractions. L'impôt synthétique, donc des mois d'avril, mai et juin, sera donc reporté et distribué sur les cotisations des mois d'août et de décembre. Les ITS et le FDFP par employé payable également en 5 fractions, l'IRC en 5 fractions également, les petits commerçants, la taxe à laquelle ils sont assujettis sera payable en 5 fractions, et pour le tourisme et l'hôtellerie, tous les impôts et taxes différés seront payables en 5 fractions. Voilà un peu le plan de régularisation. Donc, on n'aura pas à payer tous ces impôts en une seule fois à la fin du moratoire, mais plutôt selon un calendrier, selon un échéancier qui permettra probablement, nous l'espérons, à l'entreprise d'avoir du souffle en matière de trésorerie. Le point suivant, il est important donc de préciser que les obligations déclaratives sont maintenues. Donc, d'une façon générale, même en dehors de cette période de COVID-19, lorsqu'on est exonéré d'un impôt, on doit quand même faire la déclaration. Lorsqu'on n'a pas d'opération taxable, on doit quand même faire la déclaration. Et donc, pendant cette période de moratoire-là, même si on ne paye pas, il faut quand même faire la déclaration, mais une déclaration sans paiement et une déclaration dans les délais légaux parce que des sanctions sont attachées au fait de déposer ces déclarations donc hors délai. Le deuxième point, en ce qui concerne la suspension des paiements d'impôts et taxes, donc nous venons de voir les impôts et taxes périodiques qui sont payés chaque mois ou tous les 2 ou 3 mois en fonction de la nature de l'imposition. Et nous allons maintenant voir la suspension des actions en recouvrement forcé des impôts et taxes. Ça, c'est une décision de la Direction générale des impôts qui a décidé de surseoir donc au recouvrement forcé des impôts et taxes à travers une note de service datée du 16 avril 2020. Donc, cette suspension-là, elle est applicable uniquement aux poursuites, c'est-à-dire les avis à tiers détenteurs, l'opposition à paiement de loyer, les fermetures de magasins, établissements, etc. Parce que dans le processus de recouvrement forcé, comme on va le voir ici, il y a 4 étapes. La première étape qui vient donc après la constatation, on va dire, de l'imposition. Par exemple, à la fin du redressement fiscal, vous avez reçu la notification définitive, elle n'a pas été contestée, il y a des éléments que vous reconnaissez, donc on doit passer au paiement. Si le paiement n'est pas fait immédiatement, la DGI vous adresse donc un avis de mise en recouvrement. Donc, après que les impôts dus soient constatés, la première étape du recouvrement, c'est l'avis de mise en recouvrement. La deuxième étape, c'est la sommation sans frais et la troisième étape, c'est le commandement de payer. Selon les échanges que nous avons eus avec l'administration fiscale, il nous a été indiqué que la suspension des actions en recouvrement décidée par le DG des impôts s'applique uniquement à compter de la troisième étape. Ça veut dire que
vous ne devrez pas être surpris de recevoir, par exemple, des avis de mise en recouvrement ou même des sommations sans frais. Cependant, la procédure n'ira pas jusqu'au commandement de payer et la note de service invite donc les agents de recouvrement à privilégier, disons, l'établissement d'échéanciers amiables de recouvrement avec les contribuables. Donc, on peut vous recommander de plus ou moins profiter. Bon, malheureusement, la période est difficile, mais nous pouvons vous recommander d'en profiter pour pouvoir établir des échéanciers de paiement un peu plus souples, peut-être plus souples que ce que vous auriez obtenu s'il n'y avait pas donc la situation de crise. Donc là, c'est des négociations au cas par cas que vous devrez entamer avec les différents agents des impôts qui suivent les dossiers dans lesquels vous êtes soumis à un recouvrement forcé d'impôts et taxes. Donc, on a vu le premier chapitre qui était la suspension du paiement. Nous allons maintenant passer au second chapitre qui est l'exonération ou la réduction d'impôts et de taxes. Première réduction d'impôts, c'est la réduction de la patente transport. La patente, donc, elle est réduite de 25% pour l'année 2020. Donc, pour ceux qui ont payé la première tranche de 50%, ben, la deuxième tranche qui est due et qui sera donc payée après le moratoire, quand on additionne, on ne devra pas excéder un total de 75% de la patente normalement due. Donc, techniquement, ça signifie que si vous avez payé 50% de la patente normalement due sur la première tranche, ben, pour la deuxième tranche, vous n'aurez à payer que 75%, en tout cas, en ce qui concerne donc les transporteurs. Au niveau des entreprises du secteur de la santé, l'État a consenti une défiscalisation des prêts bancaires. Quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier? Ce sont donc les établissements sanitaires publics ou privés, quelle que soit leur forme et quel que soit leur objet, qu'il s'agisse d'entités à but lucratif ou à but mutualiste ou associatif. Également, la nouvelle pharmacie de la santé publique, tous les prêts qui lui seront octroyés seront défiscalisés. Les pharmacies privées également peuvent bénéficier de ces prêts défiscalisés. Les laboratoires d'analyse médicale ou biologique qui, par exemple, pourraient avoir besoin d'argent auprès de la banque pour se fournir en réactifs, etc. Les laboratoires pharmaceutiques qui pourraient avoir besoin d'emprunter auprès des banques pour augmenter leur ligne de production d'hydrochloroquine ou d'antibiotiques, les industries pharmaceutiques, les centres de recherche médicale et également les distributeurs de produits pharmaceutiques. Donc, j'imagine que cela concerne les grossistes répartiteurs. Donc, voilà les entreprises qui sont donc concernées par la réduction d'impôts, par la défiscalisation des prêts. Alors, de quels prêts s'agit-il? Il s'agit donc uniquement des prêts bancaires octroyés entre le 6 avril et le 6 juillet 2020. L'arrêté 0135 précise que les prêts bancaires dont les procédures auront été engagées sur la même période mais qui n'ont pas été conclus bénéficient également de cette défiscalisation. Alors, en clair, ça signifie quoi? Ça signifie que si l'entreprise de santé a introduit une demande de prêt en février ou en mars et que le prêt ne lui a été accordé que le 15 avril ou en mai ou en juin, les intérêts de ces prêts-là bénéficient donc de la défiscalisation. De même, tous les prêts dont le processus, dont la demande aura été introduite entre le 6 avril et le 6 juillet 2020 bénéficient également de cette mesure, même si le prêt est finalement octroyé en août, en septembre ou même en décembre. Voilà. Bon, je pense que les banques sont plus rapides maintenant, donc il y a beaucoup de chances que les prêts soient rapidement octroyés. Alors, on parle de défiscalisation, ça veut dire que il y a des impôts qui ne seront pas dus. Le texte vise l'IRC, la TOB et les droits de thème sur les conventions de prêt. L'IRC, c'est l'impôt sur le revenu des créances. Ça veut dire que, comme on l'avait indiqué tout à l'heure, l'entité qui a prêté va être rémunérée par des intérêts et elle doit supporter un impôt sur les intérêts qu'elle a obtenus.
Bon, cette mesure-là nous a un peu intrigués parce qu'en réalité, les banques sont de facto, grâce à l'article 222 du Code général des impôts, les banques sont exonérées déjà d'IRC. Donc, on peut considérer que cette mesure est plus ou moins une balle à blanc. En réalité, les banques sont déjà exonérées d'IRC. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'exonération de TOB. La TOB qui est comme la TVA, qui est de 10%. Donc, ça veut dire que si une banque, si une banque prête de l'argent, prête, mettons, 100 millions à un laboratoire pharmaceutique au taux de 6%, ces taux d'intérêt-là ne subiront pas donc la TOB. Et donc, le prêteur, l'emprunteur qui est le laboratoire pharmaceutique n'aura pas à payer 10% de TOB sur cette opération de prêt. Alors, à quoi est-ce que peuvent être affectés ces prêts-là? L'ordonnance et l'arrêté n'ont prévu aucune restriction. Ça veut dire que ces entreprises du secteur de la santé peuvent utiliser ces prêts soit pour payer leur salaire, soit pour faire des investissements, soit encore pour acheter des consommables ou des réactifs. Le point suivant, c'est l'exonération de droits de douane et de TVA sur les produits sanitaires anti-Covid-19. Et donc, cette mesure-là, elle est prévue dans l'ordonnance 2020-357, dans l'ordonnance 2020-358 également. Les arrêtés 0134 et 135 du ministre du Budget en parlent. Et la circulaire 2088 du DG des douanes du 4 mai 2020 se prononce également sur cette exonération. Donc, le principe, c'est que les équipements de santé, les produits matériels et autres intrants sanitaires qui entrent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 sont exonérés de TVA, de droits de douane et de tout prélèvement perçu à l'importation. Donc, cette exonération-là, elle s'applique également en régime intérieur et la liste exacte des équipements et des produits qui bénéficient de l'exonération est indiquée à l'article 1er est indiqué les arrêtés 0134 et 0135 du ministre du Budget et par la circulaire 2088 du DG des douanes. Alors, je vais vous lire rapidement quelques exemples de matériel, de biens qui bénéficient de cette exonération. Là, nous avons par exemple les trousses d'essai du COVID-19 ainsi que les instruments et appareils pour tests de diagnostic, les vêtements de protection, les désinfectants et articles pour stérilisation, les équipements de radiologie, les appareils d'oxygénation par membrane extracorporelle, les produits et spécialités pharmaceutiques de traitement du COVID-19. Nous avons les stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire, les comptes-gouttes électroniques, les pompes d'aspiration médicale, l'oxygène médical, les sacs poubelles en matière plastique pour déchets dangereux, les bouteilles de gaz médicaux vides portatifs pour oxygène, etc. Donc voilà un peu l'ensemble des biens qui sont exonérés de droits de douane et de TVA. En termes de procédure, au plan fiscal, la note de service des impôts prévoit que l'arrêté 0135 du ministre du Budget prévoit que l'exonération de TVA elle est mise en œuvre par voie d'attestation. Donc, il faut obtenir une attestation pour pouvoir bénéficier de l'exonération. Et au plan douanier, l'exonération elle est également mise en œuvre par voie d'une attestation d'exonération. Cette attestation-là, elle doit être revêtue du visa préalable des services du ministère de la Santé. Donc, la circulaire du DG des douanes précise qu'il faut se rendre à la tour C au 16e étage pour obtenir le visa du ministère de la Santé. Et après cela, il faut introduire l'attestation auprès de la sous-direction des techniques douanières. Ça veut dire que dès qu'on lance le processus d'achat auprès du fournisseur à l'étranger, il faut immédiatement introduire cette demande-là pour que l'attestation soit disponible au moment où votre transitaire ira faire les formalités douanières. Donc, la circulaire du DG des douanes précise que les marchandises exonérées des droits de douane sont également exemptées du contrôle de l'évaluation. Le point suivant, le chapitre suivant, ce qui concerne les mesures fiscales et douanières, c'est donc le remboursement accéléré des crédits de TVA. Le Premier ministre avait indiqué dans son adresse du 31 mars que le gouvernement ferait tout pour rembourser en 2 semaines les crédits de TVA qui sont dus aux opérateurs économiques.
Alors, comment est-ce que ce délai-là, cet objectif de rapidité de remboursement peut être obtenu? Première été, c'est par un raccourcissement, par un assouplissement des modalités administratives de contrôle des dossiers de crédit TVA. Déjà, il faut se rappeler que les importateurs qui souhaitent obtenir le remboursement de leur crédit TVA doivent également joindre à leur dossier déposé à la DGI, ils doivent donc joindre une attestation de régularité douanière. Et donc, pour permettre justement la rapidité globale du processus de remboursement des crédits TVA, la douane a pris sur elle, au travers d'une circulaire du 6 avril 2020, d'assouplir les modalités d'obtention de l'attestation de régularité douanière. Premier élément d'assouplissement, la demande peut être déposée par voie électronique à l'adresse dre@douane avec s.ci. DRE, c'est direction des régimes économiques. Deuxième mesure d'assouplissement, c'est la réduction des étapes d'instruction, donc 2 étapes de contrôle du dossier au lieu de 3 étapes. Et troisième mesure, c'est la réduction des pièces justificatives à fournir. Donc, il s'agit de pièces, en principe, qui viennent des pays de destination des marchandises qui sont réexportées. Et donc, la douane s'engage avec ces mesures-là à délivrer l'attestation de régularité douanière en 3 jours au lieu de 5 jours. Au niveau des impôts, il y a également un allègement des contrôles a priori. Donc, l'agent des impôts qui procède à l'instruction du dossier, ces contrôles sont allégés. Mais bien évidemment, si ces contrôles a priori sont allégés, les contrôles a posteriori seront renforcés. Ça veut dire que lors des contrôles fiscaux, la DGI va mettre un peu plus un regard plus prononcé sur les remboursements de crédits et TVA dont l'entreprise aura pu bénéficier. Donc, on va rappeler que ces mesures de remboursement rapide concernent toutes les entreprises, qu'elles bénéficient de la procédure normale ou accélérée. Bon, en fait, en 2018, la DGI avait édicté une procédure accélérée de remboursement des crédits de TVA. Et aujourd'hui, cette procédure accélérée-là, elle est étendue à tous les contribuables pour que ceux-ci puissent bénéficier du remboursement en 15 jours. La procédure rapide concerne également les demandes de remboursement déposées donc avant le 31 mars 2020. Donc, si vous avez des dossiers qui sont encore pendants, vous avez un argument pour accélérer l'administration afin d'obtenir votre paiement. Et donc, le contrôle effectué par les impôts concerne les aspects formels et non de fond, étant rappelé que par la suite, lors des vérifications de comptabilité, les crédits de TVA seront examinés avec beaucoup plus d'attention. Ça veut dire qu'il faudra, dans cette période-là, être très attentif à la constitution de vos dossiers de demande de crédit de TVA pour éviter des redressements si certains éléments, au cas où certains éléments vous auraient échappé. Le point suivant, le chapitre suivant concernant les mesures fiscales et douanières, c'est la décision de déductibilité des dépenses engagées pour la lutte contre le Covid-19. Alors, quand on dit dépenses engagées par une entreprise, il y a les dépenses pour son propre compte et il y a les dépenses qu'elle expose au bénéfice d'une tierce entité sans contrepartie. Et toutes les dépenses engagées sans contrepartie ont la nature donc juridique de don et ont un traitement particulier. D'une façon générale, le traitement des dons, il est défini par l'article 18G du Code général des impôts. Donc, en dehors même de cette question de Covid-19, en général, lorsqu'une entreprise fait des dons, les conditions de déductibilité de ces dons-là sont définies par l'article 18G avec un montant maximum qui est de 200 millions de francs CFA par an. Ces dons-là doivent être donnés à des personnes, à des entités bien précises pour pouvoir être déductibles dans la limite qu'on a indiquée. Maintenant, avec le Covid-19, les charges et les frais engagés par les entreprises au bénéfice de l'État ou de ses démembrements sont entièrement déductibles. Donc, l'ordonnance 2020-357 vient créer un régime particulier des dons lorsque ces dons sont faits à l'État ou à ses démembrements dans le cadre du Covid-19. Il s'agit des dons en nature ou en espèces. Donc, les fonds qui ont été donnés par, on a vu au début de la pandémie en Côte d'Ivoire, notamment par des banques à l'État dans le fonds spécial anti-Covid-19, ces dons-là en espèces seront déductibles entièrement de leur résultat fiscal. Et de même,
tous les biens achetés, les produits d'entretien, de nettoyage, etc., tout ce qui a été fait en nature, à l'État et à ses démembrements sont déductibles entièrement sans limitation. L'État, c'est donc effectivement le gouvernement, les ministères. Les démembrements de l'État, c'est les mairies, les collectivités publiques, les conseils régionaux. Donc, ces dons-là, l'arrêté 0135 donne quelques précisions sur la nature de ces dons. Par exemple, la prise en charge de soins de santé ou de dépistage du personnel, les dépenses relatives au télétravail et les dépenses relatives à la désinfection des locaux et véhicules d'exploitation. Donc, on voit bien ici, dans cette liste, qu'il y a deux types de dépenses qui sont déductibles. D'une part, les dons qui sont faits à l'État et à ses démembrements, et d'autre part, tous les frais exposés par l'entreprise, disons pour elle-même, dans le cadre du COVID-19. Bon, bien évidemment, même si ce texte n'existait pas, les dépenses faites par une entreprise pour désinfecter ses locaux ou ses véhicules d'exploitation sont forcément déductibles. En ce qui concerne la prise en charge des soins de santé, il est important de le préciser. En principe, les soins de santé sont à la charge du travailleur. Il expose ces soins-là, il prend en charge ces soins grâce à son salaire. De sorte que comment dire ça, une affectation supplémentaire pourrait se traduire comme une dépense qui ne revient pas à l'entreprise et donc la déductibilité aurait pu être contestée. Et c'est pour ça qu'il est important que le texte ait précisé que ces frais-là sont déductibles. Alors, nous vous recommandons, comme vous le savez, de constituer un dossier ou un classeur qui va comporter non seulement les factures des fournisseurs, mais également toutes les pièces qui justifient que les dons ont été bien reçus, les PV de réception des dons. Si c'est un chèque ou un virement qui a été fait à l'État, le chèque, la copie du chèque ou l'ordre de virement, effectivement, il serait bien que l'entité à qui les fonds ont été remis puisse vous écrire pour vous dire « nous accusons bonne réception », vous le gardez dans un dossier pour pouvoir justifier lors des contrôles fiscaux. Si c'est du matériel ou des vivres que vous avez fait comme don, il serait bien que l'entité à qui ces dons ont été offerts puisse vous délivrer un courrier ou un PV de réception de ces dons-là. Avec ces éléments-là, vous avez de quoi répondre aux questions qui vous seront posées forcément lors des contrôles fiscaux. Alors, le texte précise au niveau du BIC que ces dépenses-là sont totalement déductibles, mais rien n'a été dit en ce qui concerne les impôts sur salaire et la déduction de la TVA. Comme je l'avais indiqué tout à l'heure, toute dépense faite par l'employeur pour ses employés du fait du lien du travail est constitutif d'une rémunération. On considère que l'employé reçoit déjà ses rémunérations et s'il a des dépenses de santé à effectuer, en principe, c'est à partir de cette rémunération-là qu'il doit effectuer ses dépenses. De sorte que toute dépense de santé exposée par l'employeur au bénéfice des employés, en principe, à la nature, davantage en argent ou en nature. De sorte que, en principe, ces dépenses-là doivent être passibles des ITS, sauf exonération express prévue dans le Code général des impôts. Alors, à ce sujet, vous verrez à l'article 116, aux articles 116 suivants du Code général des impôts, certaines dépenses de santé qui sont expressément exonérées des impôts et taxes sur les salaires. Nous avons, par exemple, les dépenses pour la prise en charge de certaines pathologies comme le sida ou les hépatites ou le cancer. Nous avons l'article 116.14 qui dit les dépenses de santé engagées par les entreprises pour constituer des boîtes de pharmacie sont exonérées des ITS. Ça veut dire que toute dépense effectuée par l'employeur qui n'est pas exonérée expressément exonérée d'ITS, en principe doit rentrer dans l'assiette des impôts. Nous espérons qu'une note de service viendra donc exonérer ces dépenses de prise en charge de soins de santé ou de dépistage là de manière express. Mais si ce n'est pas le cas, il faut que vous preniez la précaution de noter ces points-là pour qu'en fin d'année, au moment d'établir l'état 301, vous puissiez faire la régularisation. De même, en matière de déduction de la TVA, est-ce que si vous allez acheter un certain nombre de biens pour les offrir à l'État, est-ce que la TVA afférente à ces biens-là, elle sera déductible? La question se pose parce que, par nature, la TVA ne peut être déductible
que lorsque vous avez acquis un bien pour la production de l'entreprise elle-même. Si vous achetez un bien qui est offert à un tiers, même si la dépense est déductible en termes de BIC, il n'est pas sûr que la TVA afférente à cette dépense-là soit déductible. Pour que cette TVA soit déductible, il faut qu'un texte le précise et dans la disposition du Code général des impôts relatives à la TVA, il y a dans certains cas, certains dons pour lesquels la TVA est déductible. Dans ce cas, le texte n'a pas précisé. Nous espérons que qu'un texte ultérieur pourra le préciser, mais en attendant, il serait recommandé donc de ne pas considérer ces dépenses-là comme déductibles, la afférente à ces dépenses comme déductibles, donc de passer en charge le montant TTC de la dépense qui a été donc exposée. Le chapitre suivant en matière de mesures fiscales et douanières, c'est donc la suspension des contrôles fiscaux et douaniers. Donc, la Direction générale des impôts la Direction générale des impôts avait déjà pris donc dès le 2 avril 2020 une note de service pour indiquer que tous les contrôles fiscaux seraient suspendus. Ces contrôles fiscaux-là sont suspendus, sauf lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses manifestes ou avérées. Nous verrons plus loin qu'est-ce qu'on doit entendre par manœuvre frauduleuse. Les contrôles visés, c'est tous les contrôles exercés par la DGI, notamment les vérifications sur place de comptabilité, donc vérification générale ou contrôle ponctuel, qui se déroulent donc au sein de l'entreprise. Ce sont les contrôles sur pièces, les contrôles à la circulation et les taxations d'office. On va quand même préciser un point, c'est que les contrôles sur pièces et les taxations d'office sont généralement dus à des vérifications, à des investigations exercées par le vérificateur dans son bureau. Donc, le contrôle sur pièces, le vérificateur prend vos déclarations fiscales, vos états financiers, il procède à des contrôles, c'est souvent des contrôles de cohérence, et lorsqu'il découvre des écarts, à ce moment-là, il peut soit vous adresser une demande de clarification ou même vous adresser carrément une notification de redressement suite au contrôle sur pièces. Bien évidemment, vous comprenez que le vérificateur conserve le droit dans son bureau d'analyser votre dossier fiscal, mais il ne pourra pas vous délivrer de notification de redressement tant que la période de suspension des contrôles fiscaux n'est pas arrivée. Donc, voilà un peu la précision qu'il faut apporter. Donc, il est possible que dès la fin de la suspension, vous puissiez vous retrouver avec des notifications de redressement ou des demandes d'explication. La durée de cette suspension-là, elle est de 3 mois à compter du 6 avril 2020. Nous vous invitons à aller sur le site de Grant Thornton Côte d'Ivoire pour télécharger l'article que nous avons rédigé le 2 avril 2020 sur les implications donc, de cette suspension des contrôles fiscaux tel qu'annoncé par le Premier ministre le 31 mars 2020. Donc, en conséquence de cette suspension-là, tous les délais indiqués dans le livre de procédure fiscale, c'est-à-dire les délais de prescription, de forclusion, les délais de notification, etc., sont suspendus pour la même durée. Ça veut dire que si vous deviez recevoir une notification provisoire, le délai de 30 jours ne court plus, il est suspendu. Si l'administration fiscale avait un certain délai de 6 mois pour vous servir une notification, ce délai-là, il est prorogé de la même durée. Donc, comme je disais, si vous téléchargez notre article sur le sujet sur le site de Grant Thornton, vous aurez un peu plus d'explications, de détails sur les implications de la suspension de délai. Alors, les textes précisent que la suspension des contrôles fiscaux ne s'applique pas lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses manifestes ou avérées. Alors, l'arrêté 0135 a donné une liste de manœuvres frauduleuses. C'est par exemple les dissimulations de marchandises, la contrebande, le faux et usage de faux. L'arrêté également considère que le non-reversement de la TVA encaissée, le non-reversement des impôts retenus à la source sont des manœuvres frauduleuses qui devraient ouvrir droit à des contrôles même pendant cette période-là. Donc, si la DGI, par ses propres moyens d'investigation, a constaté des dissimulations de marchandises chez un contribuable, elle s'autorise à venir exercer un contrôle fiscal en entreprise malgré la suspension des contrôles fiscaux. Si la DGI
a eu l'information qu'un contribuable fait de la contrebande, elle s'autorise ou fait du faux et usage de faux dans la tenue des documents comptables et douaniers, elle s'autorise à venir quand même faire son contrôle fiscal malgré la suspension. Sur la question du non-reversement de la TVA encaissée, bon, on peut se poser des questions. Est-ce que le fait de ne pas reverser une TVA encaissée est une fraude? Une fraude se définit comme un ensemble de manœuvres, de mesures prises pour cacher quelque chose. Alors qu'ici, un contribuable qui encaisse la TVA, cette TVA-là, il va constater dans ses comptes banque ou caisse qu'il a encaissé cette TVA-là. Il ne va peut-être pas la reverser, mais il va constater la dette qu'il a sur l'État. Donc ici, il n'y a pas, à notre avis, de fraude manifeste ou avérée. Et donc, à notre avis, de même, le non-reversement des impôts retenus à la source ne devrait pas être considéré comme une manœuvre frauduleuse, puisqu'il n'y a pas de manœuvre frauduleuse. Il y a juste la rétention de fonds qui sont dus à l'État. Ensuite, deuxième mesure de suspension, c'est la suspension des contrôles douaniers. Et cette mesure de suspension a été décidée par la Direction générale des douanes dès le 6 avril 2020 dans une circulaire numéro 02078. La durée de la suspension, elle est de 3 mois à compter donc du 1er avril 2020, ce qui veut dire en principe avril, mai, juin, ce qui veut dire en principe qu'à compter du 1er juillet 2020, vous pouvez recevoir des avis de passage pour des contrôles douaniers. Pardon. Alors, les contrôles qui sont suspendus, il s'agit des contrôles sur place en entreprise. Donc, la DG Douane peut également faire des vérifications de comptabilité. Ils viennent, ils prennent vos comptes et ils vérifient si les opérations retracées dans ces comptes-là ont reçu le traitement douanier approprié, notamment si effectivement ces opérations-là sont passives de traitement douanier. Vous pouvez considérer que vous n'êtes pas importateur, donc vous ne risquez pas de subir un contrôle douanier. Mais sur ce point-là, il faut se rappeler que les achats de logiciels à l'étranger constituent des importations de biens immatériels, c'est vrai, mais c'est quand même des biens. Et donc, en principe, les logiciels font l'objet de dédouanement. Ce qui veut dire que si vous êtes une banque et que vous avez importé un logiciel pour faire fonctionner votre système, ou une compagnie d'assurance ou une compagnie de téléphonie mobile, vous devez procéder à un dédouanement du coût d'achat de ces logiciels-là. Sinon, la douane qui viendra faire un contrôle de comptabilité chez vous sera fondée à vous redresser. Donc, les contrôles qui sont suspendus, c'est les contrôles en entreprise, les contrôles de stock et de matériel, de matières premières, etc. Donc, tous ces contrôles-là sont suspendus. Par contre, les contrôles qui sont maintenus, c'est les contrôles qui sont effectués lors des opérations de dédouanement. Puisque le dédouanement se fait, la DG Douane exerce quand même une vérification. Donc, ces contrôles-là sont également effectués et ils ne sont pas donc suspendus puisque les dédouanements ne sont pas suspendus. Il est important d'attirer l'attention des contribuables sur le fait que les opérations réalisées pendant la période de suspension seront passibles de contrôle après la crise sanitaire. Donc, malgré toutes les difficultés matérielles et techniques que tout le monde rencontre pour fonctionner normalement dans cette période de semi-confinement ou de confinement automatique, nous vous invitons vivement à respecter toute l'orthodoxie fiscale, douanière et comptable dans la gestion et dans l'enregistrement de vos opérations quotidiennes. Parce que je doute fort que les difficultés que nous avons en ce moment puissent être acceptées par les administrations lors des contrôles fiscaux pour expliquer des erreurs ou le non-respect des règles douanières ou fiscales. Donc, attention, il faut continuer à respecter toute l'orthodoxie pour limiter les risques de redressement après la période. Parce que c'est vrai que quand il y a des changements importants dans nos modes de fonctionnement, certaines mesures de sécurité, certaines mesures, certains process de sûreté ne sont pas totalement respectés. Et donc, certaines opérations peuvent passer à travers les mailles du filet. Et peut-être qu'on doit justement vous inviter à renforcer le contrôle interne, pour justement ne pas tomber sous le coup de la loi. La mesure suivante, le chapitre suivant en termes de mesures fiscales et douanières,
c'est les facilitations des formalités douanières. Donc, dès le 31 mars 2020, la Direction générale des douanes a adopté une circulaire dans l'objectif de faciliter les opérations d'importation et d'exportation durant la période de crise liée au COVID-19. Donc, tous les envois à caractère exceptionnel, première mesure, donc, c'est l'enlèvement sous palan qui est offert aux envois à caractère exceptionnel, aux envois de secours humanitaires et à tout ce qui est lié au COVID-19. La DG Douane s'engage également à un traitement diligent et prioritaire des envois urgents et des marchandises sensibles. Donc, a priori, si vous importez des gants ou si vous importez des masques ou si vous importez tout matériel lié au COVID-19, vous devriez pouvoir bénéficier donc de ces procédures de facilitation d'importation. La DG Douane accepte donc la transmission des documents par voie électronique, y compris les factures, les bons de livraison, les certificats d'origine, les certificats d'assurance. Ça simplifie la tâche puisque jusqu'à présent, il faut venir avec l'original et parfois l'original n'est même pas encore arrivé. DHL n'a pas encore livré l'original alors que la marchandise est là. C'est tout un tas de complications. Aujourd'hui, vous pouvez initier vos procédures avec les copies par voie électronique. Et en cas de défaillance du guichet unique du commerce extérieur, vous avez la possibilité de soumettre les manifestes directement à partir donc de CIDAM World. Alors, on continue avec les mesures de facilitation des opérations d'importation et d'exportation. Il y a également le réaménagement des critères de sélectivité afin d'accélérer l'enlèvement des marchandises, notamment l'augmentation du taux des circuits de célérité, la mise en place d'un service minimum dédié pour le traitement diligent des marchandises soumises à autorisation préalable et la suspension des visites à quai au profit des visites à domicile. Il y a également l'extension à plus d'opérateurs de la procédure d'enlèvement par bon provisoire. Il y a la révision du délai minimum d'appurement. Enfin, il y a tout un tas de mesures que la Direction générale des douanes a adoptées pour faciliter donc les formalités douanières en cette période de crise sanitaire. Les autres mesures fiscales et douanières, ou disons les autres mesures fiscales, c'est des mesures qui ne sont pas expressément liées au COVID-19, mais qui, dans une certaine mesure, facilitent la tâche des entreprises. C'est pourquoi nous avons jugé intéressant de vous les présenter. La première mesure, donc, c'est l'abandon des pénalités pour dépôt hors délai des états 301 et 302 de l'exercice 2018. Donc, c'est une note de service du 6 avril 2020 qui édicte cet abandon des pénalités. Et la deuxième mesure, c'est des précisions relatives aux déclarations partielles ou sans paiement. Donc, la note de service du 20 avril 2020 rappelle que les contribuables sont autorisés à procéder à des déclarations partielles ou sans paiement. Et bien évidemment, il y aura des intérêts de retard, tout ça, mais il faut quand même qu'on puisse autoriser le contribuable à faire sa déclaration sans paiement pour éviter un risque de taxation d'office. Et cette note de service-là, donc, vient compléter un peu le dispositif relatif au moratoire fiscal de 3 mois qui a été accordé par l'ordonnance du 8 avril 2020. Comme on l'avait dit, ces mesures ne sont pas expressément liées donc, au COVID-19. Nous venons donc d'achever les mesures fiscales et douanières. On a vu ces suspensions de paiement d'impôts, on a vu des réductions des exonérations d'impôts, on a vu la suspension des droits des contrôles fiscaux et douaniers, on a vu également, nous avons vu également les mesures en matière de facilitation du remboursement des crédits de TVA, les mesures d'exonération des droits de douane de TVA sur le matériel lié au COVID-19, etc. Et nous allons donc maintenant passer aux commentaires des mesures prises par la CNPS. On peut dire qu'on est quasiment à la fin de l'exposé parce que ces mesures-là ne sont pas très nombreuses. Donc, ces mesures-là, elles ont été communiquées au public par 2 communiqués du directeur général de la CNPS en date des 1er et 14 avril 2020. Première mesure, la date limite de souscription de la déclaration individuelle des salaires, la DISA, elle est reportée au 30 juin 2020 au lieu du 31 mars 2020. Bien évidemment, si vous avez fini votre déclaration, vous pouvez la déposer maintenant. Les cotisations sociales des mois de mars, avril et 2020 sont reportées sans pénalité de retard. Donc, vous allez constater que
la période de suspension en ce qui concerne les impôts et taxes est différente de la période de suspension en ce qui concerne la CNPS. Pour la CNPS, c'est sur les salaires sur mars, avril et mai 2020 et au niveau des impôts, c'est avril, mai et juin 2020. Pour l'instant, la CNPS est silencieuse sur le moratoire de règlement et on espère que la CNPS va également étaler le règlement sur une longue période pour ne pas que les entreprises se retrouvent en difficulté si on devait leur exiger de payer les cotisations suspendues en une seule fois. La CNPS a également, à l'instar de la DGI et de la DG Douane, décidé de suspendre tous les contrôles dans les entreprises. Nonobstant ces mesures qui peuvent être considérées comme de faveur pour les entreprises, la CNPS continue donc d'assurer ses prestations aux assurés sociaux qui peuvent continuer à percevoir leur retraite, qui peuvent donc continuer à percevoir également les prestations familiales qui leur sont dues par la CNPS. La CNPS également invite les employeurs qui le souhaitent à continuer à s'acquitter de leurs cotisations en privilégiant autant que possible les déclarations et les paiements par voie donc, électronique. Voilà, nous en avons fini avec l'exposé. On a essayé d'être rapide. On espère que notre exposé a été compréhensible. Et s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez des éclairages, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez les poser dans la chat box et M. Komara va nous faire le plaisir de nous les lire. Voilà. Alors, Moussa, j'ai fini. Je te passe la main. Ok, Marcel. Waouh, vraiment merci. Un véritable balayage des mesures fiscales et douanières liées au Covid. Attends, j'essaie juste de partager ma webcam. Okay. Très bien. En tout cas, merci Marcel pour cette présentation hautement détaillée. J'espère que les participants ont pris bonne note et ont apprécié. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de questions. Juste rapidement, revenir sur les points que tu as pu aborder. Tu as abordé les points liés à la suspension des impôts et taxes. Tu as évoqué la question du moratoire fiscal de 3 mois, hein, avec les impôts visés, les impôts exclus. Les entreprises bénéficiaient de ce moratoire. J'ai beaucoup apprécié ce point avec la précision des entreprises en difficulté de trésorerie. C'est quoi une entreprise en difficulté de trésorerie? Tu as pu définir cela et puis également faire la recommandation de l'établissement d'un tableau de trésorerie sur une période de 13 mois. Et ensuite, la procédure à suivre pour pouvoir bénéficier justement de ce moratoire, les régularisations qui seront faites après la période donc, du Covid, puisqu'il s'agit du BIC paiement en 3 fractions, pour la patente en 2 fractions, pour l'IS en 5 fractions, etc. Ensuite, tu as évoqué les déclarations, le fait que les déclarations, bien entendu, sont maintenues et obligatoires. Donc, bien qu'il y ait le moratoire, mais les déclarations doivent continuer à se faire. Tu as abordé le point de la suspension des actions en recouvrement forcé des impôts et taxes. Oui. Et également, tu as abordé la question de l'exonération ou de la réduction des impôts et taxes. Donc, je prends juste les grandes rubriques. On a abordé aussi la question de remboursement de crédit de TVA. On a abordé la question de la déductibilité des dépenses engagées par la lutte contre le Covid, donc les dépenses engagées par les entreprises, soit les dépenses en termes de dons effectués auprès de certaines structures telles que l'État, ou bien même les dépenses engagées par l'entreprise même en son sein. Et tu as bien noté la recommandation, tu as fait la forte recommandation de pouvoir constituer un dossier, un classeur
qui comportera toutes les factures, fournisseurs et les PV de réception des dons. Je pense que c'est une recommandation importante. Et on a évoqué également la question de la suspension des contrôles fiscaux et douaniers. Voilà, on a abordé d'autres mesures que tu as pu présenter et on a terminé avec les mesures de la CNBS. En tout cas, moi j'ai été édifié, j'espère que ça a été le cas pour les entreprises. On va passer à la phase des questions, mesdames et messieurs. Alors, ceux qui ont l'habitude, vous savez comment ça se passe. Vous pouvez poser les questions via Chatbox. Si vous souhaitez prendre la parole de vive voix, mesdames et messieurs, tout ce que je vous conseille, vous écrivez micro tout simplement dans le Chatbox et quand j'arrive sur votre nom, je vais ouvrir votre micro et vous allez avoir la possibilité de poser votre question de vive voix. Alors, on va commencer. Alors, je rassure déjà toute l'audience que cette séance est enregistrée et que l'enregistrement sera mis à la disposition de tous les participants. Je crois même que Gandon va donner la possibilité de pouvoir télécharger le support sur le site Internet. C'est bien ça, Marcel? C'est bien ça. OK. Alors, j'ai une question de M. Kwaku Simplice. OK. Voici ce qu'il dit. De quelle société? Pardon? De quelle société? C'est pas marqué? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh non, c'est pas marqué. Un contribuable qui bénéficie du moratoire de report peut-il bénéficier de l'attestation de régularité fiscale pour solliciter le paiement d'une structure étatique? Je reprends. Un contribuable qui bénéficie du moratoire de report peut-il bénéficier de l'attestation de régularité fiscale pour solliciter le paiement d'une structure étatique? Okay. La question a deux volets. Le deuxième volet, je crois que c'est une seconde question. L'importation de logiciels par la douane fait l'objet de dédouanement. Qu'en est-il lorsqu'on fait l'achat en ligne sur des sites étrangers? Par exemple, la licence de Office, un antivirus, un logiciel de gestion. Voilà. Okay. Alors, Marcel, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères répondre une question après l'autre? Je préfère le faire ainsi parce que c'est plus facile pour moi. Super. Alors, première question, est-ce que si on bénéficie du moratoire de 3 mois, est-ce qu'on peut quand même dans cette période-là obtenir une attestation de régularité fiscale? Les textes ne nous disent rien, mais techniquement, l'attestation de régularité fiscale signifie que vous êtes en règle vis-à-vis de la loi telle qu'elle se trouve au moment ou sur la période donnée. Or, en l'état actuel, la loi vous dit vous devez déposer vos déclarations, mais sans les payer parce que vous bénéficiez du moratoire. Donc, dès lors que c'est la loi qui a prévu le fait que vous soyez dispensé provisoirement du paiement, vous n'êtes pas en irrégularité fiscale puisque vous êtes conforme, votre situation elle est conforme à la réglementation fiscale de la période du moratoire. Donc, à mon avis, les contribuables devraient pouvoir bénéficier de l'attestation de régularité fiscale, même si elles bénéficient du moratoire. Et donc, ça peut peut-être faire l'objet de discussions avec les agents des impôts, mais à mon avis, dès lors que vous avez déclaré, même sans paiement, vous devriez pouvoir en bénéficier. Deuxième question, qu'en est-il du dédouanement des logiciels achetés en ligne? Ben, écoutez, c'est justement ça. Tout ce qui est acheté en ligne, parce que si vous allez aujourd'hui à la librairie de France et que vous achetez un logiciel ou un jeu électronique pour votre fils, comme il est sous une forme matérielle qui est passée par la frontière, par la douane, à ce moment-là, l'importateur a pu faire le dédouanement. Si vous l'achetez en ligne, la procédure de dédouanement, elle ne se fait pas. Mais c'est le même bien sous une forme différente. En réalité, c'est la même chose, c'est un programme informatique. Dans un cas, il est sous la forme d'un CD-ROM que vous avez acheté ici à Abidjan, et dans l'autre cas, il est sous la forme d'un programme qui vous a été envoyé par mail. Donc, c'est la même chose. Et en principe, dans ce cas-là, vous devez, en principe, vous acquitter
des droits de douane. Donc voilà la réponse rapide sur ce sujet. Bon, ce n'est pas une question liée à notre sujet, donc bon, on passe rapidement dessus, on pourra éclaircir ça par la suite. Je ne t'entends pas malheureusement. Je ne t'entends toujours pas. Je disais que je prenais le relais. Tu m'entends mieux? D'accord. Oui, je t'entends maintenant. Voilà. Donc là, on a une question de Mme Sylvie Kouassi, qui te remercie déjà pour l'exposé. Elle a signifié qu'elle n'avait pas pu suivre totalement la session, mais bon, comme elle a enregistré, on va lui envoyer la session. On a une question, par contre, de Diaco Jonas, qui demande si la DSP peut-elle faire l'objet de pénalités. La DSP. La DSP. La DSP. Est-ce qu'elle peut faire l'objet de pénalités? D'accord. C'est ça. OK. En situation normale, quand on fait une déclaration sans paiement, effectivement, bon, l'État va vous dire que c'est un peu comme des intérêts de retard. Vous devez quand même payer, vous avez quand même des montants à payer en plus des droits simples. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu payer les montants à temps. Cependant, l'intérêt, donc là, on quitte le cadre du Covid-19, on parle des déclarations sans paiement classiques. L'intérêt, c'est que comme vous avez déposé votre déclaration, vous avez informé l'administration de ce que vous avez fait pendant cette période-là, vous ne courez pas le risque d'une taxation d'office et vous ne courez pas non plus le risque des pénalités liées au fait de ne pas déclarer. Parce qu'il y a plusieurs types de pénalités. Il y a celles liées au fait de ne pas déclarer et puis il y a celles liées au fait de ne pas payer. Donc, en déclarant sans paiement, vous évitez au moins les pénalités liées au fait de ne pas payer, de ne pas déclarer, pardon. Par contre, durant cette période de Covid-19, puisque c'est la loi qui a autorisé les entreprises à ne pas faire leur paiement, nous pensons qu'il n'y a pas lieu à les pénaliser. Voilà. Pour éviter donc des complications, il faut vraiment faire le tableau de trésorerie sur 13 ou 4, même 14 semaines pour être sûr que réellement on a des arguments à apporter à l'administration en cas de contestation de notre situation d'entreprise ayant des difficultés de trésorerie. Voilà. D'accord, ok. Pas de souci. Donc, j'ai une question de M. Kwaku, il me semble qu'il est dans le domaine de la santé, qui voulait savoir la déduction sur la prise en charge des soins de santé. Est-ce que ces déductions concernent les entreprises ayant souscrit à une police d'assurance pour leurs salariés? OK. Donc, les polices d'assurance pour les salariés, elles sont déductibles au plan de l'impôt BIC et de même, elles ne sont pas passibles des ITS. Elles sont exonérées des ITS. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais par contre, si en dehors de ça, de manière expresse, l'entreprise prend en charge des frais de salariés en dehors de ce système-là, effectivement, il faudra les considérer comme des compléments de salaire. D'accord. OK. Donc, il y a M. Diaco qui revient avec la question suivante. Est-ce que tu peux éventuellement reprendre les explications sur la déclaration douanière des logiciels? Bon. Rapidement, Bon, le principe, c'est que le logiciel, c'est un bien immatériel. C'est un bien immatériel, donc c'est un bien. Même s'il n'est pas touché, c'est un bien. Et donc, lorsque on achète un logiciel à l'extérieur, effectivement, il faut s'acquitter les droits de douane et de la TVA à l'importation sur ces biens-là. Et donc, je ne me souviens plus exactement du process qu'il faut suivre pour le faire, mais je crois qu'il faut se rendre à la Direction générale des douanes et puis ou prendre attache avec un transitaire pour qu'il puisse nous aider à établir le montant des frais à payer. D'accord. Donc, j'ai là une question de M. Yao qui souhaiterait savoir si les dons faits à des ONG ou des organismes internationaux ou des organisations de la société civile sont déductibles des taxes.
Mais là, je pense qu'on reprend carrément le webinaire. Donc, vu qu'il est enregistré, on peut lui envoyer où tu vas répondre. Oui, mais on va répondre rapidement quand même. Donc, comme on l'a dit, en situation normale, les dons, le régime des dons est défini par l'article 18G du Code général des impôts, qui nous dit que certains dons sont déductibles, mais partiellement, dans la limite de 200 millions de francs CFA et un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Et c'est les dons offerts à certaines entités bien précises. Ça, c'est en général. En ce qui concerne le COVID-19, tous les dons sont déductibles sans limitation à condition qu'ils aient été faits à l'État et à ses démembrements. Donc, dans cette période de COVID-19, là, pour l'instant, si on s'en tient à ce que l'ordonnance et l'arrêté ont indiqué, pour l'instant, si vous faites des dons à une ONG, qui est une entité privée qui n'est pas l'État ou un démembrement, vous devez vous en tenir à l'article 18G du Code général des impôts. Si c'est à l'État ou à une mairie, à une sous-préfecture, etc., à ce moment-là, c'est entièrement déductible grâce à l'ordonnance et à l'arrêté du ministre du budget. Donc, ça dépend donc du réceptionnaire des dons. État et collectivités publiques, entièrement déductibles grâce à l'ordonnance de 2020, mais ONG, déductibles dans les limites prévues par l'article 18G du Code général des impôts. D'accord. Donc, j'ai Mme Kwasi qui expose sa situation. Elle a dit qu'elle est gestionnaire d'une association et elle souhaite s'équiper enfin s'équiper. Donc, imprimante, scanner, Wi-Fi pour faciliter le télétravail. Donc, comment est-ce qu'elle doit procéder? Est-ce que les coûts sont exonérés? Oui. Bon, si elle est une association, une association ne paye pas d'impôt sur le bénéfice. Donc, on n'est pas en train de discuter de la déductibilité au plan de l'impôt BIC. Mais ce que je peux dire, c'est que pour les sociétés, pour une société qui s'équipe en matériel pour le télétravail, même si l'ordonnance ne l'avait pas indiqué, ces dépenses-là sont forcément déductibles puisque c'est des dépenses qui servent à l'exercice de l'activité. Si nous décidons, nous, chez Grande Thornton, d'acheter des bornes Wi-Fi ou comment ça s'appelle, des box, des Wi-Fi box déposées chez nos collaborateurs, ça ne leur appartient pas, ça nous appartient, mais c'est pour leur permettre de travailler, d'avoir l'Internet à tout moment. Donc, même sans l'ordonnance, c'est déductible. Revenons-en à la question de l'acquisition par une association. Les biens et matériels qui sont exonérés de TVA et de droits de douane, ils ont été limitativement énumérés par l'arrêté 0135 du ministre du Budget et par la circulaire 2088 du DG des douanes. C'est limitativement énuméré. Et si je pense qu'il n'y a pas de matériel, de bureau, d'informatique, etc. Il y a vraiment des biens et du matériel directement lié au travail, je peux dire, médical. Par exemple, voilà, vous aurez la liste, mais vraiment, je ne vois pas de matériel de bureautique. Ça veut dire que les bureaux que vous allez acheter, ils vont subir la TVA et les droits de douane, les ordinateurs, etc. Par contre, si votre association ouvre un service médical donc, qui est géré par les médecins et que cette association-là achète l'ensemble de ces biens-là, des trousses de sève, des vêtements de protection, etc., des désinfectants, à ce moment-là, elle va les acheter sans TVA et sans droit de douane. D'accord. OK. Donc, je passe à la question de M. Cissé, Moussa. Il explique que lors du dépôt des déclarations du mois de mars, certains centres d'impôts ont refusé de prendre des déclarations sans paiement et ont affirmé qu'il n'y aura pas de pénalité, alors que l'arrêté nous oblige à déposer les déclarations. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas de figure? Il doit repartir en partant avec la note de service que j'ai évoquée tout à l'heure, où je disais que c'était pas des mesures spécifiquement liées au Covid-19. C'est la note de service 01338 du 20 avril 2020. Cette note de service-là, je vais la lire. Objet, précision relative aux déclarations sans paiement. Au terme des dispositions du livre de procédure fiscale, donc c'est le livre de procédure fiscale qui le permet, les contribuables peuvent souscrire leurs différentes déclarations d'impôts et taxes sans nécessairement
les accompagner de moyens de paiement. Il s'agit des déclarations sans paiement, entre parenthèses DSP, ou à paiement partiel, entre parenthèses DPP, qui sont prises en charge par les receveurs des impôts en vue de leur recouvrement sans préjudice des sanctions fiscales en la matière. Toutefois, et là c'est le DG des impôts qui le dit, toutefois, il me revient que certains services refusent le dépôt des déclarations sans paiement ou à paiement partiel. Cette situation qu'aucun texte ne prescrit expose injustement les contribuables concernés à des procédures d'imposition d'office. Donc le DG des impôts dit, par conséquent, j'invite les services à réceptionner de telles déclarations à charge pour le receveur des impôts d'initier les actions en recouvrement nécessaires. C'est une note qui date du 20 avril 2020. Donc, je suppose que lorsque M. Cissé est allé, sûrement qu'il a dû se plaindre et que le DG des impôts a dû entendre ses plaintes. Et donc, c'est pour ça que le DG des impôts a pris cette note de service qui date du 20 avril 2020. On pourra la scanner et vous l'envoyer pour que vous la distribuiez à tous les éléments. Mais éventuellement, M. Cissé, vous pouvez noter, c'est la note de service 01338 du 20 avril 2020 relative aux déclarations sans paiement. C'est ça. D'accord. Donc, il y a M. Guillaume qui voudrait savoir le bénéfice du moratoire a-t-il des conditions limitatives, exemple effectif sur CA, sur le chiffre d'affaires? Non. Le seul critère, c'est les difficultés de trésorerie. Donc, si vous êtes seul et que vous avez un chiffre d'affaires de 100 milliards, vous pouvez en bénéficier à condition que vous prouviez que vous avez des difficultés de trésorerie. C'est-à-dire que vos liquidités ne vous permettent pas de payer vos impôts. OK. Donc, j'ai Mme Tella qui souhaite savoir les primes payées à des employés. Comment est-ce que ça se passe? Oui. Ben, les primes payées à des employés, il existe plusieurs sortes de primes. Certaines primes, déjà, c'est une dépense, c'est une rémunération complémentaire. Et certaines primes sont expressément exonérées d'impôts sur salaire, mais toujours déductibles du BIC. Et si ces primes qui sont payées ne rentrent pas dans celles qui sont exonérées d'impôts sur salaire par le Code général des impôts, il y a une note de service de la DGI qui le dit. Si ça ne rentre pas dedans, il faut les inclure dans l'assiette des impôts sur salaire. Donc, il faut reprendre l'article 116. Et puis, c'est une note de service de la DGI, je ne me souviens plus des détails. Si ces primes-là ne rentrent pas dans cette catégorie-là, automatiquement, vous les mettez aux impôts sur salaire. Ça veut dire que si vous avez payé, si vous avez remis 50 000 francs entre les mains du travailleur, vous devrez recalculer le brut pour pouvoir déterminer les impôts afférents à ces 50 000 francs-là. Mais si vous écrivez 50 000 francs bruts sur le bulletin de salaire, ben ces 50 000 francs bruts-là vont rentrer dans l'assiette des impôts et à ce moment-là, le montant net que l'employé va toucher sera un peu réduit. D'accord. Ben, je te passe un peu, tu as pas mal de personnes qui félicitent ta présentation, ils sont très satisfaits, ils parlent d'une présentation bien détaillée. Il y a par contre M. Siluet qui dit que tu n'as pas abordé la question du paiement de la dette intérieure. Donc, alors que pour lui, cette question pourrait relancer l'économie. Donc, bon, vu qu'elle n'a pas été abordée, je pense qu'on en parlera dans un prochain webinaire, si bien sûr on en fait un autre. Peut-être que ce n'est pas nous qui allons parler de la dette intérieure, parce que là, c'est des questions budgétaires. Bon, budget et fiscalité sont liés. Ici, on traite de voilà, des mesures qui rentrent dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Par contre, le paiement de la dette budgétaire, ça, c'est le travail de la Chambre de commerce qui doit aller plaider encore pour les employés, pour les entreprises. Merci de nous refiler la patate chaude. On apprend. Donc, j'ai une contribution de la part de Mme Mbaya, je vois Dominique Mbaya, donc j'essaie de ne pas, qui parle au point de 7.1 de votre présentation. Vous parliez d'état 2018. Se pose la question de savoir s'il s'agit des états 2019 ou 2018. 2018. Les états 301 2018. Parce qu'à l'époque, c'est lié à l'entrée en vigueur du CISCO-WADA révisé.
Du fait de l'entrée en vigueur du CIS-COADA révisé, les entreprises ont eu quelques difficultés à déposer leurs états financiers de synthèse dans les délais. Et donc, la DGI a pris une note de service pour dire, si vous déposez en retard, ben, on vous exonère de vos pénalités à cause de la nouveauté. Mais n'oublions pas que l'état 301 et l'état 302 sont en principe annexés aux états financiers, au bilan. Donc, en principe, on les dépose à la même date. La note de service que le DG des impôts avait prise avait exonéré les entreprises des pénalités pour les états financiers sans expressément viser l'état 301 et l'état 302. Donc, certains agents des impôts ont considéré que si on vous a exonéré de pénalités en ce qui concerne le bilan des états financiers, mais qu'on ne vous a pas expressément exonéré des pénalités en ce qui concerne l'état 301 et l'état 302, on peut vous les réclamer, ces pénalités-là. Donc, le DG des impôts vient pour préciser cela. Malheureusement, la note de service précise que si une entreprise a déjà payé des pénalités, ça reste acquis au trésor, on ne va pas recouvrir ces pénalités. C'est bien sûr 2018. D'accord. OK. Donc, j'ai encore M. Siluet qui revient. Il demande, il voudrait savoir, on demande aux bailleurs de faciliter le paiement des loyers, mais au même moment, il y a ce déséquilibre-là qui fait qu'il faudrait que ces bailleurs-là puissent payer les impôts. Qu'en est-il? Les impôts fonciers. Bah, oui, c'est vrai. C'est une très bonne remarque, d'autant plus qu'en principe, l'impôt foncier, c'est un impôt sur notre revenu foncier, mais en principe, il n'est pas lié au fait d'avoir encaissé ou pas les loyers, sauf dans le cas de la retenue sur les loyers. Donc, effectivement, c'est un élément dont il faut pouvoir tenir compte. Et je pense que ce genre d'échange-là nous permet, avec l'organisation patronale, de remonter aux autorités parce que, bon, ils ne peuvent pas penser à tout. Ça, je pense qu'ils ont dû bosser très fort ces derniers temps. Quand on voit la multiplicité des textes qui ont été adoptés, ils ne peuvent pas penser ils ont beaucoup bossé et c'est à nous donc de remonter certaines informations. Je peux dire que, parce que nous, dès le 2 avril, nous avions sorti, donc, comme je l'avais dit, une taxe alerte sur les implications du discours du Premier ministre du 31 mars et certaines des questions que nous nous posions ont trouvé des réponses, notamment dans l'arrêté. Ça veut dire que les autorités sont ouvertes à tenir compte des problématiques soulevées par les opérateurs économiques. Et je crois que c'est un point que nous allons noter ensemble, Cynthia, et faire remonter cela aux autorités. Pas de problème. Je prends bonne note. Alors, j'ai M. Diallo qui te remercie pour ton exposé détaillé et qui souhaiterait savoir ce qu'il en est des entreprises ayant signé un protocole d'accord avec la CNPS pour la régularisation des cotisations sociales et dont les échéances finalement tombent dans cette période si difficile. Est-ce qu'il a droit encore à rééchelonner son échéancier? Oui. Écoutez, si on regarde le communiqué du DG des impôts, on nous parle des cotisations sociales des mois de mars, avril et mai 2020. Ce qui laisse penser que ne sont pas concernées les dettes antérieures. Stricto sensu, les dettes antérieures ne sont pas concernées. Et donc, il faut très certainement repartir vers la CNPS pour discuter et puis avoir un assouplissement. Ouais. Donc, attends, je suis en train de J'ai Madame Nyanda Mireille Messou qui, sur la problématique liée aux acquisitions de biens et de services servant aux dons faits dans le cadre du Covid-19. Sur ce point, ne peut-on pas nous appuyer sur l'article 355-24 CGI du Code général des impôts qui dispose que les dons destinés aux œuvres de solidarité nationale ou internationale ou à l'État sont exonérés de TVA sur autorisation expresse du ministre de l'Économie et des Finances. Je pense que tu avais répondu, mais bon.
Je te laisse. Non, mais non, non, son intervention est intéressante parce que justement, en fait, je cherchais l'article et je ne l'avais pas en tête. Et son L'article intervention est intéressante. 355. Donc, c'est exactement cela. Il faut regarder cet article-là et s'appuyer dessus pour pouvoir donc obtenir l'autorisation du ministre. Et je pense que la période est favorable. Donc, C'est ça. chaque fois qu'il y a un projet de faire un don, il faut très rapidement, avant d'y aller, dire au ministre, bon, écoutez, nous, on a envie de faire un don, mais si vous nous permettez la déductibilité, nous, on pourra faire ce don. Le ministre a le choix, il va signer très rapidement. Enfin, bon, il faudra couper cette partie à l'enregistrement parce qu'il ne faut pas que... D'accord. C'est une très très bonne remarque, l'article 354 du Code général des impôts. Il faut 355, alinéa pardon. 24. Je dois avoir un problème personnel avec cet article. Je crois bien. Alors, j'ai M. Guillaume qui revient, qui dit les 13 semaines du tableau prévisionnel courent à compter de quand? Y a-t-il un délai qui exclut des entreprises qui ne l'auraient pas encore fait? Bon, le tableau c'est une recommandation de Grant Thornton. Ce n'est pas une exigence de la loi. La loi dit juste, vous faites votre déclaration. Maintenant, en termes de saine gestion, il est préférable pour vous d'établir votre tableau prévisionnel de trésorerie pour avoir les arguments. D'abord, vous-même pour voir clair, pour être sûr, parce que ce n'est pas à vue de nez que vous pourrez dire que en mai, vous saurez les difficultés de trésorerie. Vous ne le savez pas pour l'instant. Donc, il vaut mieux établir à l'avance votre tableau. Et puis, si le tableau peut montrer que vous n'avez pas de difficultés parce qu'un client peut vous avoir promis de vous payer le 30 mai pour vous permettre de payer vos impôts en juin. Mais si le 14 juin, il ne vous a toujours pas payé, vous ajustez et puis bon, voilà. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est juste une mesure de saine gestion pour avoir la preuve en cas de contrôle fiscal. Et donc, il faut le faire partir, à mon avis, du 1er avril, à partir du 1er avril. Donc, les 13 semaines, en fait, c'est 12 semaines, donc 3 fois 4 semaines. Voilà. Voilà. Non, je t'ai perdu, Cynthia, je ne t'entends plus. Si, là, tu m'entends mieux? Oui, là, ça va, là, j'entends. Au fait, on arrive là au terme de notre session. J'aurais voulu savoir si tu souhaites poursuivre avec les questions ou je te les envoie après par mail, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu décides? On continue, il y a quand même pas mal de questions. Il y a beaucoup de questions. Il est 11h38. Si vous le souhaitez, on peut se donner 10-15 minutes maximum. Et puis, après, mais ce serait bien quand même qu'on ait aussi toutes les questions par la suite pour pouvoir les traiter d'une façon générale. Oui, bien sûr. Peut-être améliorer. Tu les auras, je vais t'envoyer les questions ainsi que les mails des personnes qui les ont posées. Ok, très bien. Donc, Comme je ça, on pourra les poursuis avec la traiter. question. D'accord. Je poursuis avec la question de M. Concibo. J'espère ne pas écorcher. Ok. Il demande la consommation des logiciels en mode souscription usage en ligne abonnement Oui. est-elle soumise aux droits de douane? Alors, là, il y a quand même peut-être une distinction à faire entre l'achat d'un logiciel et puis la location. Et si mes souvenirs sont bons, tout ce qui peut être considéré comme location ne devrait pas être passible des droits de douane. Mais c'est un point quand même que je vais... c'était pas le sujet principal, mais apparemment, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, c'est un point que je vais clarifier par écrit et que je vais envoyer. Voilà. C'est ça. Oui. Donc, j'ai M. Apeke qui demande qui bénéficie des 3 mois de moratoire fiscal. Si tu peux rapidement revenir sur ce petit point. Sinon, je veux préciser avant que tu n'interviennes à M. Apeke que vous aurez tous, en tant que participants, droit à l'enregistrement de ce webinaire. Donc, Marcel, je peux te laisser. D'accord. Donc, c'est les entreprises en général. C'est les entreprises qui ont des difficultés de trésorerie. Et donc, comme on l'a dit, la difficulté de trésorerie n'a pas été définie dans les textes, mais on peut s'appuyer sur les règles juridiques et fiscales qui sont, et comptables du moins, qui se définissent et donc qui disent que on est en difficulté de trésorerie lorsque on ne peut pas payer ces dettes qui sont arrivées à échéance avec les liquidités dont nous disposons à la banque ou en caisse. Voilà un peu la définition.
Donc ça, c'est d'une façon générale. Après, les contribuables de l'impôt synthétique, pardon, oui, même les contribuables de l'impôt synthétique, le tourisme et l'hôtellerie doivent également prouver qu'elles sont en difficulté de trésorerie avant de bénéficier du moratoire. D'accord. Il y a M. Guillaume qui a demandé à te parler de vive voix, mais je vais quand même essayer d'accélérer juste sur les questions écrites et puis après revenir pour lui passer la parole directement. Ok, très bien. Donc, je passe à la question de Mme Tella Aïchata. Est-ce qu'il y aurait une différence s'il s'agissait de biens de consommation en nature? Bon, je ne sais pas, elle fait allusion à quoi? Est-ce qu'elle fait pas allusion à la déductibilité? Possible, parce que là, elle me demande, enfin, il y aurait une... Je ne sais pas trop à quoi est-ce qu'elle fait allusion. Madame Tella, si vous êtes en ligne, si vous pouvez juste bien repréciser votre question pour pouvoir la poser à Monsieur Yapi, s'il vous plaît. Donc, est-ce que, bon, il y a Monsieur Apiché qui demande en second, est-ce que vous avez des précisions sur les critères d'éligibilité aux fonds prévus pour soutenir les PME? Bon. Non, je n'ai pas étudié ce dossier-là, mais il faut aller sur le site de l'agence Côte d'Ivoire PME. Vous tapez dans Google agence Côte d'Ivoire PME et je suis presque persuadé que vous aurez toutes sortes d'informations. Si je regarde ici, vous aurez vraiment toutes les précisions parce que je crois que c'est l'agence Côte d'Ivoire PME qui a été désignée comme gérant de ce fonds-là. Voilà. Agence Côte d'Ivoire PME. Vous tapez juste Agence Côte d'Ivoire PME dans Google, vous aurez accès. Ils ont toutes les informations. C'est ça. Voilà. Et nous-mêmes, en tant que chambre de commerce, on va vous envoyer des liens qui vont vous permettre de pouvoir vous inscrire directement et voir les critères d'éligibilité. Donc, à ce niveau, il n'y aura pas de souci. J'ai Mme Koulibaly Karidiatou qui revient encore sur le fait qu'elle soit allée déclarer, elle soit allée faire une déclaration sans paiement et que les agents, voilà, lui ont dit de revenir. Bon, je reprends la note de service. Ça, je crois qu'il faut vraiment que je vous l'envoie. C'est la note 01338 du 20 avril 2020. 20 avril 2020, c'est ça. Si tu la retrouves ici, je vais l'envoyer dès maintenant pour ne pas oublier comme ça. Mais de toute façon, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer comme ça, au moins. On va diffuser en même temps que tout le reste des éléments. Exactement. C'est ça. Monsieur Silué qui revient sur la question du foncier, on a quand même passé, enfin, on y a répondu. On avait dit que c'est une question qui allait remonter, on allait la faire remonter auprès de notre hiérarchie ici au sein de la Chambre de commerce, pour qu'elle soit exposée auprès des différents ministres. Donc, il n'y a pas à vous inquiéter. On va vous faire un retour particulier là-dessus. Donc, Madame Bicalo qui demandait un résumé. On va faire mieux. On va vous envoyer, Madame Bicalo, l'enregistrement de ce webinaire. Donc, il n'y a pas à vous inquiéter. Voilà, vous aurez le webinaire, donc vous pourrez l'écouter en long et en large. Quelqu'un qui demande un audio. Il veut communiquer directement. C'est une première fois. Marcel, juste 2 petites secondes. Il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole de vive voix. On va ouvrir rapidement son micro. Il pourra s'adresser à toi.
Très bien, très bien. Monsieur Charles Guillaume, nous sommes sur le point d'activer votre micro. Vous allez pouvoir prendre la parole. Monsieur Charles Guillaume, allez-y. Oui, bonjour Monsieur Komara. Vous m'entendez? Oui, bonjour Monsieur Komara, Madame, Monsieur Yapi, bonjour. Bonjour, monsieur. Je n'ai pas bien noté le nom. Charles Guillaume. Voilà, Guillaume. D'accord. Voilà. Merci pour ce brillant entretien-là, de nous avoir surtout Merci. éclairé, nous, PME et PMI, qui sommes complètement chamboulés par cette situation. Alors, ma question, vous avez déjà essayé d'y répondre, hein, mais bon, je veux juste insister sur l'aspect délai concernant le moratoire, puisque les premières dispositions prises par l'État courent plus ou moins début avril. Oui. Voilà. Donc, est-ce que le délai pour mettre à disposition du service des impôts et demander le bénéfice du moratoire, il court également à partir du début avril, ou bien là nous sommes le 8 mai, si moi je veux initier un dossier et le présenter aux impôts, je peux aussi bénéficier de ce moratoire et de tout ce qu'il y a autour. Bon, très bonne question. Ce moratoire-là, il y a d'abord le droit auquel le droit de reporter ses impôts, et deuxièmement, il y a la procédure à suivre. Donc, dès le 8 avril 2020, l'ordonnance avait indiqué donc ce moratoire-là. Ça veut dire qu'à partir du 8 avril 2020, tous les impôts qui doivent être payés ultérieurement pendant la période-là bénéficient de ce moratoire. Maintenant, c'est récemment, il y a 3 ou 4 jours, qu'il y a eu l'arrêté qui est venu préciser qu'il faut faire une déclaration auprès des impôts. Ça veut dire que tous les impôts dus depuis cette date-là, même si vous n'avez pas fait la déclaration, aujourd'hui, vous pouvez faire la déclaration pour continuer à bénéficier du moratoire parce que le droit, il existait déjà. C'était juste la procédure qui n'avait pas été précisée. OK, merci beaucoup. Merci pour la précision. C'est bon, Monsieur Guillaume? C'est parfait. Merci beaucoup. Hein. Merci. À votre service. Rien. Et bonne chance avec nos agents, nos amis des impôts. Alors, donc, je poursuis avec les questions. J'ai Mbaya Dominique qui souhaiterait savoir les solutions pour la récupération de la TVA relativement aux dons effectués dans le cadre du Covid-19 pour les entreprises non assujetties à la TVA. Bon, les entreprises non assujetties à la TVA ne peuvent pas récupérer la TVA en général. Donc, si nous avons une clinique médicale qui ne vend que des prestations médicales, cette entreprise-là, en général, ne peut pas récupérer sa TVA. Si moi, Grand Anton, je lui fais une prestation de conseil juridique et fiscal, elle est obligée de passer la totalité de ma facture en charge. Ce qui veut dire qu'en cette période de Covid-19, si une entreprise achète des biens et qu'elle décide de les offrir à l'État, ben, elle passe en charge en TTC. Elle ne peut pas récupérer la TVA. D'accord. Étant quand même rappelé qu'une bonne partie de tout ce qui entre dans le Covid-19, dans la lutte contre le Covid-19, est exonéré déjà de TVA et de droits de douane. Donc, en réalité, quelque chose qui aurait coûté, qui en hors taxe coûte 100 et qui aurait coûté 118 en TTC s'il n'y avait pas l'exonération, va coûter toujours 100. Donc, l'entreprise qui n'est pas assujettie à la TVA va se retrouver dans la même situation que celle qui est assujettie à la TVA. D'accord. Bon, j'ai une question de M. Botti. Je vais quand même la lire, même si elle sort totalement de notre session de ce matin, qui revient encore sur les questions liées aux échanges avec les bailleurs. Donc, il reprend l'arrêté pris par l'État qui demande à ce qu'on puisse inciter les propriétaires de logements à faire preuve de souplesse et à discuter avec leurs locataires. Donc, si le propriétaire refuse toute discussion, que peut faire le locataire qui n'est pas en mesure de régler son loyer? Est-ce que tu as une idée là-dessus?
Bon, ça, c'est des questions juridiques, effectivement. Déjà, première chose, le texte a incité les parties, le locataire et le bailleur, à discuter. N'a pas dit ce qu'il faut faire. Le texte vous incite à discuter. Si vous discutez et qu'il n'y a pas d'accord, le texte ne dit rien du tout. En réalité, ici, c'est plutôt le bailleur qui va voir s'il peut faire quelque chose. Et de ce point de vue-là, si le bailleur entame une procédure d'expulsion pour non-paiement de loyer, il va se retrouver confronté à un autre texte qui interdit toutes les expulsions pendant cette période. D'accord, ok. Mais, J'ai une question. Pardon, vas-y. mais il y a deux choses. Il y a l'expulsion et puis il y a le paiement des loyers en retard. Donc, le bailleur peut s'adresser à la justice pour obtenir l'expulsion. Le juge lui dira, il y a un texte qui interdit l'expulsion, mais moi, je peux condamner ton locataire à te payer. Et alors, à ce moment-là, le locataire va apporter des arguments pour expliquer qu'il ne veut pas, donc le juge va donner des délais, etc. Voilà ce qui va se passer. D'accord, ok. Donc, j'ai une dernière question qui est très intéressante, qui demande un peu plus, c'est de la part de Madame Vanier. Elle aurait souhaité que tu puisses donner un peu plus d'informations sur le chômage technique pendant cette période de Covid. Bon, ça c'est le sujet carrément d'une autre session. Je crois que la question de Mme Vanier m'oblige à promettre à M. Komaré et à Cynthia d'animer une autre session. Rapidement, le chômage technique, donc dans le Code du travail, le chômage technique, il est dit que l'entreprise peut mettre en chômage technique si elle a des difficultés pendant une durée maximum de 2 mois. Pendant cette première durée de 2 mois-là, l'entreprise n'est pas obligée de payer une compensation aux travailleurs. Ensuite, si elle veut reconduire le chômage technique, d'abord, le chômage technique, la première durée de 2 mois, elle peut le faire d'autorité sans avoir besoin de l'avis du travailleur. Si le travailleur n'est pas d'accord et qu'il s'en va, c'est une démission. Si l'entreprise veut reconduire après ces 2 mois-là, à ce moment-là, il faut l'accord du travailleur. Et si le travailleur n'est pas d'accord, il peut se considérer comme licencié. Et à ce moment-là, à partir de cette prolongation-là, l'entreprise a l'obligation de payer au moins un tiers ou 2 tiers de la rémunération brute du travail. Voilà. Donc c'est à partir du renouvellement qu'il faut payer une compensation. Voilà ce qu'on peut dire sur le chômage technique. D'accord, ok. Mais écoute, je vais passer la main à M. Komara pour qu'il puisse conclure. Moi, j'ai été très heureuse d'être là et à t'écouter. Franchement, brillante exposé. Merci beaucoup. Merci, Cynthia. Je passe la main à Komara. Merci. Marcel, merci infiniment pour cette session qui, en tout cas pour ma part, a été une réussite. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez également apprécié. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire reste à vos côtés pendant cette période difficile. Il y aura d'autres séances de webinaire. On avait prévu une séance cette semaine qui a été reportée, celle qui était liée à la performance des équipes, et elle est reportée pour le mercredi, donc la semaine prochaine. On va vous envoyer un email à cet effet. En tout cas, merci encore une fois à Marcel, merci à Thornton. Nous vous enverrons les liens de l'enregistrement, également les liens pour le téléchargement du support. Puis, Marcel, on l'a promis, on le fera. On enverra toutes les questions avec les personnes ayant posé des questions pour que tu puisses, dans la mesure du possible, leur adresser réponse. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci de respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous et que Dieu nous garde tous. Allez, bon week-end. Merci.